Je suis particulièrement heureux d'accueillir Aïda Silva qui a passé quelque temps ici à suivre des cours, parallèlement à une thèse en littérature, donc qui n'a pas été faite dans cette université, mais dans laquelle on trouvait dans les annexes une interview de Jacques Henriot. Donc je rappelle le titre, La gamification de la vie sous couleur de jouets. Eh bien, je suis aussi très heureuse d'être ici parmi vous. Je me sens un peu de retour à la maison après une quinzaine d'années presque d'avoir eu l'occasion de suivre cette formation. Et il faut dire que comme j'arrive à la 5e place, après avoir lu les descriptifs des intervenants précédents, je me disais, est-ce que je vais encore avoir quelque chose à dire? Je vous rassure, je crois que je vais entrer dans le jeu d'écho, mais c'est intéressant de voir comment nous nous rejoignons, mais aussi nous pouvons apporter des regards différents sur une question a priori identique. Pour ma part, je vais, comme Sébastien, mettre beaucoup l'accent sur la question de la métaphore, et aussi sur le jeu comme processus social de dénomination. Je souhaiterais porter ici à ces dernières conséquences, ou peut-être pas les dernières, mais un peu plus loin, une partie de la théorie de Jacques Henriot, dont il me semble que lui-même ne respecte pas toujours les règles. Je vais donc essayer de récuser toute approche légitimiste du jeu, parce que autant l'auteur de Sous couleur de jouets que certains parmi nous, dont moi-même, avons tendance parfois à dire X, Z, et pour cette raison, ceci est, n'est pas, peut ou ne peut pas, doit ou ne doit pas être un jeu, alors que je crois qu'il faut garder à l'esprit la réflexion de Jacques Henriot qui disait ce qui nous intéresse, ce n'est pas de dire ce qui est un jeu, mais ce qu'on appelle jeu. Alors c'est sur ce point-là que va porter plus essentiellement ma communication. En commençant à préparer cette communication, j'ai découvert que pour certains, gamification, prononcé d'ailleurs gamification ou gamification, aurait été ou serait le buzzword de l'année 2010. Né à la croisée des jeux vidéo dont on a largement parlé ici et du marketing, ce néologisme désigne aujourd'hui l'élargissement du paradigme ludique à des domaines dont il est censé être habituellement exclu, c'est-à-dire le travail, la santé, l'éducation, dont je suis moi-même issue. En tant que tel, il ouvre d'intéressantes perspectives, me semble-t-il, de réflexion sur la place et la fonction de la notion de jeu. Et je parle bien ici non pas de jeu, mais de la notion de jeu dans la société actuelle. Je viens de postuler à l'instant que la gamification désigne l'élargissement du paradigme ludique à des domaines dont il est censé être habituellement exclu. Je pourrais m'intéresser aux différentes définitions qui en ont été données, mais si je voulais me pencher plus en détail sur la définition même du mot à partir du corpus que j'ai recueilli sur Internet ces derniers mois, il me faudrait y consacrer non seulement tout mon temps de parole, mais plusieurs journées. Plutôt que de me pencher sur les définitions, je souhaiterais donc simplement rappeler qu'il serait inutile de mettre en concurrence différentes définitions, 10, 20, 30, afin de dégager la définition gagnante. Il s'agit plutôt de faire jouer les écarts entre les définitions pour mieux éclairer la notion telle qu'elle se présente aujourd'hui, je cite Henriot, sous les espèces du nom et du verbe dans le domaine du langage. Autrement dit, sur la base des investigations philosophiques de Wittgenstein, au lieu de chercher le référent commun et originel à tout ce qu'on appelle gamification, il convient à chercher à démêler un réseau complexe d'analogies qui s'entrecroisent et s'enveloppent les unes aux autres, au sein de cette notion nouvelle, mais dont les composantes, comme nous l'avons déjà dit, ne sont pas neuves. Cette étape est importante dans la mesure où l'idée de gamification est non seulement une idée humaine, mais aussi, et peut-être surtout, et je suis en Rio sur ce point, une idée de l'humain. C'est ce point qu'il m'intéresse de développer aujourd'hui. Pour ma part, j'ai découvert la gamification en 2011. Un étudiant qui vient de m'envoyer son mémoire travaille sur l'exploitation du jeu vidéo en classe de langue et il venait de me faire découvrir l'éclipse de funification.org. Ainsi, la gamification m'est d'abord apparue sous l'aspect d'un mot matiné qui non seulement combine un préfixe anglais et un suffixe français, mais qui est souvent prononcé, comme je l'ai dit, gamification en bon franglais. La dénomination encore instable est proche de bien d'autres et les considérations qui suivent peuvent s'appliquer à la plupart de ces termes qui gravitent autour de la notion aujourd'hui vedette de gamification, même si chacun d'entre eux mériterait un développement à part. Il me semble par exemple que ludification est plus usitée au Québec. J'ai rencontré aussi pointification, funification, et faut-il prononcer phonification ou phonification ou funification, il faudrait voir.
Je découvre aujourd'hui avec Sébastien ludicisation. Detherding recense en anglais beaucoup d'autres termes. Et la note amusante est probablement introduite par Robertson, qui suggère une piste pour expliquer pourquoi on ne dit pas en anglais lewding. Ça ressemble trop à lewding, qui voudrait dire obscénifier. Va donc pour gamification, même si la notion reste encore relativement peu construite depuis des postures scientifiques. Avant d'en venir à l'analyse de ce que la lecture des ouvrages de Jacques Henriot peut apporter à la compréhension de la gamification, j'aimerais mentionner brièvement ce qui me semble être les 4 principaux achoppements de certains usages actuels de cette notion. Vous en voyez là la liste et je vais les développer un par un. Rappelons d'abord que ce qu'on appelle aujourd'hui gamification est loin d'être un phénomène nouveau. En appliquant une ou plusieurs des définitions actuellement en cours, de nombreuses traces de gamification pourraient être identifiées à l'aide, entre autres, des auteurs que vous voyez là. Valls, par exemple, cite Huizinga, les écovillages de Las Gaviotas, les situationnistes, enfin toute une série. On pourrait dresser une liste infinie d'éléments qui ont été associés à la gamification, les Lydiens qui auraient combattu par le jeu la famine, etc. La nouveauté tient moins au domaine du jeu qu'à la dématérialisation des artefacts et à la massification des outils technologiques de numérisation. Mauko nous dit que la véritable révolution vient de l'opportunité unique que présente le web social et ouvert qui a émergé ces dernières années. Internet permet de gamifier plus facilement, plus rapidement et en touchant toujours plus d'individus. Ce lien entre technologie numérique et ludification a été exploré entre autres par Reissens, Zimmerman, qui a déjà été cité, et justement tout le domaine des game studies. Mais l'émergence du Web 2 suffit-elle à expliquer l'intérêt croissant pour la gamification ? À mon avis, la réponse est négative. Le fort impact actuel de la notion tient notamment à son lien étroit avec un secteur d'activité particulier qui n'est pas celui qui nous réunit le plus ici, jeux vidéo, mais celui du marketing. En effet, quittant la sphère du monde enfantin, qui a longtemps étayé le lien analogique de certains phénomènes avec le monde du jeu, la métaphore s'étend aujourd'hui à des domaines dont elle semblait exclue il y a encore un quart de siècle, et nous l'avons déjà mentionné, Henriot a fait dans ce sens un travail de prophète. Étudier la gamification consiste à explorer les nouvelles logiques d'utilisation de la métaphore ludique destinées à légitimer des usages sociaux à travers des valeurs symboliques. Il convient donc d'inscrire la réflexion, comme cela a été fait ici, dans une perspective à la fois diachronique et synchronique. Il faut aussi tenir compte des différents agents et acteurs impliqués. Or, pour l'instant, les acteurs les plus visibles, ou faudrait-il dire les plus audibles et lisibles sur la toile, sont les promoteurs et les créateurs de la gamification dans le domaine du marketing. L'étude académique de la réception des dispositifs de gamification par les destinataires semble encore peu développée. Mais c'est peut-être un effet de perspective, dans la mesure où les ludologues ont probablement moins recours que les spécialistes de marketing à la nouvelle étiquette, et c'est le cas de Sébastien, et se penchent sur le phénomène depuis une optique plus large. Néanmoins, la portée de cet usage va bien au-delà des frontières du marketing, et ce n'est pas pour rien que Bogost, qui vient d'être cité, écrit. Et je traduis librement, le pouvoir rhétorique du mot gamification est énorme et cela fait exactement ce qu'on pourrait traduire comme les emmerdeurs veulent. Cela prend le jeu, le game, un médium mystérieux, magique, puissant, qui a capturé l'attention de millions de personnes et cela le rend accessible dans le contexte des affaires contemporaines. Ce pouvoir rhétorique provient du suffixe « ification » plutôt que du mot « game ». L'ification implique quelque chose de simple qui peut être répété, des techniques éprouvées, des dispositifs. On peut purifier, beautifier, falsifier, terrifier et tout le reste. Certaines des définitions recensées, ouvertement comportementalistes, me font personnellement froid dans le dos, telle celle proposée sur la brochure de l'agence marketing Bunchball. Dans son cœur, gamification est surtout une affaire de statistiques. Ces statistiques créent un autre niveau du jeu et motivent les gens à jouer davantage. Dans son essence, les statistiques deviennent le jeu. La gamification est une stratégie pour influencer et motiver le comportement des gens. Personnellement, en tant que quelqu'un impliqué dans l'éducation, je ne peux lire cela sans frémir. Tel que le signale Mathieu Triclot, la gamification, qui s'accompagne souvent d'un éloge du pouvoir des jeux et des joueurs, repose en réalité sur un mépris total du médium, réduit à des mécaniques pavloviennes. Les dispositifs gamifiés nous dépossèdent de notre puissance de décision, de notre capacité à agir sur le monde et ses cadres. Le monde n'est peut-être pas en temps de manque
de games et de règles du jeu que de play, de comportement véritablement ludique, de capacité à jouer avec les règles. La critique laisse ouverte la possibilité d'un usage positif et subversif de la gamification. Cette dimension comportementaliste que Triclot, entre autres, dénonce des usages dominants de la gamification est fondée, à mon sens, sur une vision réductrice de ce que je veux dire. Déjà en 1989, Jacques Henriot, parmi d'autres, signalait que la nouveauté ne tient pas à ce que l'on joue davantage, mais plus profondément, plus radicalement, etc. On a déjà cité ceci à plusieurs reprises. Choisir de forger gamification à partir de game et non de play revient à mettre implicitement l'accent sur les artefacts et les systèmes de disposition, sans y associer nécessairement la notion de jouant, c'est-à-dire du sujet qui joue, mais surtout du sujet qui choisit de jouer. Les définitions de la gamification tendent pour l'instant à focaliser l'attention exclusivement sur un pan de la métaphore ludique qui n'englobe ni le play ni le playing. Ou, dans l'article sur la gamification apparaît souvent sur Internet, va même jusqu'à affirmer que c'est l'inconscience du joueur par rapport à son comportement qui constitue la gamification, ce qui semble assez étonnant. Ainsi, la plupart des usages actuels de la notion de gamification semblent mettre l'accent sur les supports et les règles, tout en pariant sur un comportement, non pas sur une attitude, mais sur un comportement attendu. On parle beaucoup d'engagement et d'implication. Or, les idées de latitude, d'écart, de recul, bref, de prise de distance sont le plus souvent absentes, alors que c'est dans la tension et l'équilibre dynamique entre implication et distanciation que réside la possibilité de s'impliquer tout en étant critique et donc d'être par exemple en mesure d'arrêter un jeu auquel on ne croit pas ou auquel on ne veut plus jouer. Bref, la gamification semble fondée sur la croyance en la capacité d'un dispositif, fait d'un matériel et d'une série de règles, à induire un comportement et des étapes psychologiques données, qui peut même être associé à une logique de propagande, comme l'a signalé Enkerli. Le jeu Train, que vous connaissez probablement, créé en 2009 par Brenda Brathwaite, met en évidence le risque de ne s'intéresser qu'à la mécanique du jeu. Le but du jeu est de mettre le plus rapidement et efficacement possible des pions de personnages dans des petits wagons. Le premier joueur à terminer tire une carte terminus pour révéler que la destination du train sur les cartes est Auschwitz ou Bergen-Belsen. En quoi la pensée de Jacques Henriot permet d'enrichir la réflexion autour de la gamification? Je vais ici reprendre beaucoup d'éléments de la pensée du fondateur de ce master, même si je ne vais pas me garder de signaler aussi quelques-unes de nos divergences. Pour une première approximation de la notion de gamification telle que se présente aujourd'hui, je vais reprendre 4 idées essentielles avancées dans Sous couleur de jouet. Le statut nécessairement métaphorique et social des notions appartenant au réseau sémantique du jeu, la distinction entre différents niveaux, la dualité dynamique de l'attitude ludique et surtout, ce qui n'a pas encore suffisamment été évoqué aujourd'hui à mon sens, la distinction entre pensée, énonciation et acte ludique. Dire qu'il y a jeu quelque part, dans le monde, en quelqu'un, ce n'est pas effectuer le constat de la présence effective d'une réalité qui serait observable et dont le sens tomberait sous le sens. C'est émettre une hypothèse, porter un jugement, appliquer aux données de l'expérience vécue une catégorie qui provient de la société où l'on vit et que véhicule la langue dont cette société fait l'instrument de sa culture. C'est en reconnaissant le statut métaphorique et donc socialement construit de la notion hypercentrale de jeu et des notions qui gravitent autour d'elle, dans la gamification, qu'il est possible de les explorer en tant qu'objet culturel. Mon objectif ici n'est donc pas de nier la gamification, mais plutôt de mettre en évidence l'illusion d'un référent originel et unique. Autrement dit, croire que toute expression gamificatoire contient en elle-même toutes les caractéristiques associées au jeu, revient à appliquer une logique non pas métaphorique, comme celle que propose Henriot, mais métonymique, qui lie deux termes en raison de leur relation prétendument nécessaire, voire synecdotique, prenant la partie pour le tout, en ignorant que la notion de gamification n'est que l'une des fibres de la trame ludique de notre société. Gilles Brougère a quant à lui souligné à plusieurs reprises le besoin de comprendre à quelle logique d'interprétation renvoie la dénomination ludique historiquement située et socialement construite. En 1969, Jacques Henriot proposait comme niveau d'une définition provisoire de jeu ce à quoi joue celui qui joue, ce que fait celui qui joue et ce qui fait que l'on joue. 20 ans plus tard, en s'attachant à dégager les nœuds du réseau sémantique lié au jeu, il reformule son modèle après avoir identifié 3 acceptions principales de la métaphore de jeu: le matériel, la structure et la pratique ludique. Gilles Brougère, dans Jeu et éducation, en 1995, a repris et redéfini ces 3 catégories en inversant l'ordre et en remplaçant la pratique par la situation. Il parle du jeu comme situation, le jeu comme structure et le jeu comme matériel. Moi-même, j'ai retravaillé ce modèle
en classant les indices d'appartenance au réseau sémantique de la métaphore ludique en 4 grandes catégories. Matériel, structure, ici au pluriel, et c'est très important pour distinguer différents types de systèmes, du constitutif au métaludique en passant par le normatif et l'évolutif, le contexte et l'attitude. Et je retrouve ici des échos de l'éthos ludique, par exemple, ou du cadre de l'expérience. Ces 2 dernières catégories, contexte et attitude, permettent de rendre compte de la situation telle que la propose Brogère, tout en séparant les indices extrinsèques au jeu et les indices relatifs à la subjectivité du joueur. Il me semble pertinent d'examiner transversalement la question de la gamification à la lumière de ces différentes grilles de lecture mobiles et dont les niveaux sont complémentaires. Ce n'est pas qu'un phénomène appartient à l'une de ces catégories, mais qu'il peut se mouvoir au sein d'un continuum dans le réseau métaphorique. Quelques pistes de réflexion seulement, puisque je n'aurai pas l'occasion de le développer à fond. J'aimerais savoir ou pouvoir déterminer si la gamification privilégie les structures métaludiques et constitutives, comme elle le fait jusqu'à présent, devant les structures normatives et évolutives. Cela veut dire les structures métaludiques, ce sont les structures qui régissent l'ensemble des jeux. Il y a des jeux comme le jeu du bac, qui présentent beaucoup de variantes, mais tous ces jeux sont réunis autour d'une même série de règles. Il y a aussi les structures constitutives, ça a été largement évoqué dans les textes sur le jeu, c'est celles qui constituent un jeu. Mais il me semble important de distinguer les structures normatives, celles que suit tout bon joueur. Nous savons tous, ou presque, jouer aux échecs, mais certains sont bons joueurs et d'autres pas. Il y a les règles du bon joueur qui ne sont pas les règles du jeu. Et surtout, il y a les structures évolutives qui correspondent à l'actualisation singulière du jeu. Personnellement, j'adore jouer aux dames chinoises. Je sais qu'il existe différentes manières d'ouvrir une partie, mais je commence toujours de la même manière. Ou, pour citer un exemple plus récent, Zombies versus Plants. Mes filles jouent différemment de moi alors que le jeu est le même, mais chacun a des stratégies personnelles différentes qui se répètent et qui constituent donc de nouvelles structures. La métaphore ludique, me semble-t-il, doit être étudiée dans la gamification et ailleurs, en explorant les différents types de structures, parce que cette métaphore peut tout autant être simplificatrice lorsqu'elle schématise la réalité à travers les 3 premiers types de structures, ou complexificatrice lorsqu'elle ouvre l'infini des possibles à travers les structures évolutives. Il conviendrait également de se pencher sur les indices contextuels liés, d'après moi, aux variables socioculturelles qui font qu'il y a certains jeux qu'il est possible de jouer dans certaines sociétés et d'autres pas. Je vous donne un exemple. Étant formatrice de professeurs, j'anime des stages au cours desquels je propose aux professeurs de jouer à certains jeux. Et quand il m'est arrivé de jouer à des jeux qui exigent un contact physique, les professeurs maghrébins sont toujours réticents à prendre par la main un collègue et disent de toute façon, on ne jouera pas à cela parce qu'on ne demandera pas à nos élèves de se toucher entre eux. Donc il y a déjà une variable socioculturelle qui fait que dans certaines cultures, on sera davantage prêt à jouer à un jeu qu'à un autre. Il y a bien sûr la situation de réception, parce qu'on ne résout pas de la même manière des mots croisés au bord de la piscine que dans la salle de classe ou dans les toilettes. Ce sont 3 situations très différentes qui vont incider sur notre manière de percevoir les jeux. Et l'interludicité, et là bien sûr j'emprunte à ma discipline d'origine, la littérature. Comme il y a intertextualité, il y a aussi interludicité et il faut tenir compte des relations historiques, diachroniques et synchroniques que les jeux entretiennent entre eux. Donc, les indices contextuels sont bien moins homogènes que certains paraissent le croire et ils sont d'autant plus importants que la mention du contexte est récurrente dans les tentatives de définition de la gamification, alors même que ces contextes ludiques se diversifient aujourd'hui et se diluent suite à la dématérialisation des pratiques. Auparavant, on ne pouvait pas jouer en avion aux échecs, puisque c'était trop difficile avec les petites pièces. Après, il y a eu les échecs magnétiques, et aujourd'hui, avec l'iPod, l'iPhone, on peut jouer aux échecs pratiquement partout sans craindre de perdre les pièces. Non. Donc, le contexte change son rôle et transforme nos pratiques ludiques. Bien d'autres problématiques encore mériteraient d'être relevées relatives au lien entre gamification et indices ludiques, mais dans les limites de cette communication, je vais me contenter de noter le fait suivant. Qu'il s'agisse de ce qui fait que l'on joue, de pratiques, de situations ou d'attitudes, donc indépendamment des dénominations des catégories d'analyse, les 4 modèles que j'ai cités tout à l'heure soulignent l'importance de prendre compte du joueur en tant que sujet agissant.
Or, ce sujet se caractérise non seulement par son action, mais aussi et surtout, comme nous l'avons dit tous à plusieurs reprises, par sa disposition d'esprit par rapport à cette action. Le seul texte consacré à la gamification qui cite Henriot parmi ceux que j'ai recensés est celui de Mathieu Triclot. Je viens d'apprendre grâce à Bernard qu'il en existe 2 autres. Cet auteur résume ainsi l'apport de Jacques Henriot. L'intérêt principal de l'argument d'Henriot est donc d'asseoir le primat de l'activité sur l'objet. L'activité jouée définit l'objet jeu. Le philosophe souligne qu'il n'y a pas de matériel ni de structure qui soit intrinsèquement ludique et en conclut que seule l'attitude ludique permet d'affirmer l'existence du jeu. La seule chose qui soit à définir quand on parle de jeu est la forme de pensée, l'attitude mentale, la conscience singulière qui découvre dans ce matériel et cette structure des occasions ou des moyens de jouer. Henriot, 1989. Cette importance croissante accordée aux critères de l'attitude ludique semble s'inscrire dans une tendance générale à l'élargissement des intériorités personnelles et à une revendication du rôle des acteurs sociaux. Nous l'avons vu, l'attitude ludique est caractérisée, d'après Henriot, par l'association dynamique entre implication, distanciation, cela peut être aussi engagement, désengagement, rapprochement, recul, etc. Cet intervalle qui sépare l'acteur de son acte, nous dit Henriot, fonde la duplicité du joueur qui sait qu'il joue. Or, la plupart des définitions actuelles de la gamification ne mettent l'accent que sur le premier des termes, engagement, rapprochement, implication, tout en omettant le second dans de nombreux cas. Cela accroît le risque de réification, de chosification des agents du jeu, qui dès lors ne sont plus à même de profiter du potentiel heuristique du jeu. Cela revient à dire que le jeu n'est pas exclusivement constitué par les conditions formelles de son existence, mais par l'acte qui les interprète. Lors de cette communication personnelle que Gilles mentionnait tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Jacques Henriot en 1996 et j'ai publié l'entretien dans la thèse en 1999. Il me disait... il me proposait une formulation que je n'ai pas retrouvée dans son livre. Jouer, c'est croire qu'on joue. Non pas seulement savoir, mais croire qu'on joue. Cependant, à ma connaissance, Jacques Henriot n'a pas développé une piste fondamentale, pourtant ébauchée dans Sous couleur de jouer, qui est le sujet du jeu. Une fois rassemblées les conditions formelles, il faut encore que l'idée vienne à quelqu'un de dire que c'est un jeu qu'il s'agit. S'agit-il forcément jouer, croire qu'on joue? Ce « on » s'agit-il forcément de celui qui joue, le sujet du jeu, ou peut-il s'agir, comme je le pense, de celui qui attribue au jeu son sens de jeu, celui qui le perçoit et interprète le jeu sans forcément y participer? En m'intéressant en poétique ludique, en critique et théorie littéraire, et en reprenant une distinction établie par Gilles Brugère entre une reconnaissance objective par observation externe et un sentiment personnel que chacun peut avoir en certaines circonstances de participer à un jeu, j'avais déjà tâché de montrer en quoi la distinction entre pensée, énonciation et acte ludique me semblait indispensable. À mon sens, cette distinction reste pertinente pour étudier aujourd'hui la portée de la gamification. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans la 4e et dernière partie de cet exposé, à partir d'un exemple concret, celui de la gamification de l'éducation. Que gagne-t-on à gamifier l'éducation? Jeu et éducation entretiennent des rapports complexes. Voilà. Jeu et éducation entretiennent des rapports complexes depuis des temps très anciens. On peut voir l'ouvrage éponyme de Gilles Brugère, 1995. Qu'apporte la notion de gamification à l'éducation? La gamification est-elle un moyen de rendre l'éducation plus attirante, selon la dialectique jeu, fun, plaisir, ennui? S'agit-il de passer, comme certains auteurs l'écrivent, passer une couche de vernis ludique, ou supposément ludique, sur une réalité censée être peu avenante, ce qui n'est pas très gentil pour nous qui travaillons sur l'éducation. À mon sens, dans la plupart des cas, la gamification n'apporte pour l'instant que les oripeaux des champs sociaux dont elle est issue, marketing et technologie. Prise sans distance, la gamification peut conduire à une pure instrumentalisation du jeu au détriment des buts réels de l'apprentissage. Beaucoup de voix se sont d'ores et déjà élevées contre cette possibilité. La catégorie mentale jeu est parfois surimposée à des activités dont les agents sont loin de partager cette appréciation ludique. Quelqu'un d'autre pense et dit le jeu, mais ne fait pas le jeu. Tel que le signale Mauko, l'importance donnée au score dans la gamification réduit les pratiques à l'usage et l'usage à la consommation. La pensée de jeu, suivie ou non d'énonciation, est ici complètement dissociée de l'acte. Or, nous l'avons vu, la valeur de jeu n'est pas intrinsèque. Elle est produit du système dont elle fait partie et elle résulte du lien que l'être humain entretient aux objets dans ce système, c'est-à-dire de l'interprétation qui en est donnée. Le sens et la signification ne précèdent pas le sujet, ils sont à construire.
Le risque est grand de penser que la pensée du jeu suffit pour activer le potentiel heuristique de la métaphore de jeu. C'est ce que font les gens de marketing qui pensent qu'il suffit d'annoncer que ceci est un jeu pour obtenir le comportement ludique qui va derrière. Or, la capacité du jeu à ouvrir les possibles tient moins à la pensée du jeu qu'à l'actualisation de l'attitude ludique par celui-là même qui joue. La ludification de l'éducation n'aura de sens que si elle est associée à une vision critique permettant de laisser de côté les postulats explicites ou implicites hérités du monde du marketing pour ancrer la réflexion et l'action dans le monde de l'éducation. Il ne s'agit pas de vendre un projet pédagogique, mais de le rendre plus efficace. Comme tous ceux qui avons choisi de parcourir les sentiers infinis du jeu, je suis convaincue qu'introduire le jeu et introduire du jeu dans différents domaines de notre vie peut avoir certains avantages. Et je dis bien, je modalise, peut avoir, ce n'est pas garanti. En éducation et probablement dans bien d'autres domaines, ces avantages me semblent principalement liés aujourd'hui à la disposition intime du joueur, pleinement engagé dans son jeu, tout en étant capable d'en prendre de la distance. Cette attitude ludique n'est pas compatible avec certains des avatars contemporains de la gamification, trop centrés sur la mécanique ou le dispositif ludique, au détriment du vécu subjectif du sujet qui leur donne sens et signification. Il serait illusoire de prétendre transformer l'éducation en jeu, baguette magique en main. On peut tout au plus la faire basculer l'éducation dans le champ métaphorique du jeu, vaste et contradictoire, en faisant augmenter son coefficient de jouabilité. La notion de jouabilité et de coefficient de jouabilité me semble centrale. Bref, une éducation ludifiée, ludicisée, gamifiée, on dira comme on voudra, ne saurait être affaire de sens attribué en amont. Elle est surtout affaire de signification en tant que production en aval. En somme, la promotion du jeu en éducation n'a pas à voir, telle qu'avec beaucoup d'autres, je la pratique personnellement, avec la motivation pavlovienne, mais bien avec une prise en main du processus par les acteurs, conduisant dans l'idéal vers une personnalisation et une appropriation par l'enseignant et par les apprenants, marquée par une disposition d'esprit critique, voire, et j'ose les grands mots, une disposition d'esprit révolutionnaire. La notion de gamification est en pleine évolution. Il conviendra donc d'en faire le suivi pour voir ce qu'elle recouvrira réellement dans les années à venir. En attendant, tant que la gamification s'en tiendra à la pointification, elle fera l'économie du jouet, ER, elle offrira des artefacts et des dispositifs dont les objets et les agents seront parfois des jouets, ET, jouets et accents, mais non des situations de jeu dont les acteurs seront des joueurs, jouants. Sur ce, je vous remercie et bien entendu, je suis prête à vous envoyer les références bibliographiques. Merci.